Keinec, qui vivait donc tout près d'ici à Kermorvan. Son engagement politique a commencé dès 1789 à Plounéour-Ménez, puis ensuite dans les assemblées électorales du département du Finistère et du district de Morlaix, et c'est cet engagement qui lui a permis d'être élu député du Finistère en 1792 et de siéger dans les assemblées législatives de la Première République, d'abord à la Convention, puis ensuite au Conseil des 500. Alors Jacques Keinec n'était pas natif de Plounéour-Ménez, puisqu'il était natif de Guimillot, où il est né en 1755. Il est à la fois cultivateur et fabricant de toiles, et il s'est installé ici à Plounéour-Ménez à l'époque de son mariage, puisque sa femme Louise Madec était originaire de Kermorvan. Elle était de Kermorvan, donc son mari s'installe à Kermorvan, où sa belle famille, donc la famille de sa femme, était installée depuis plusieurs générations et tenait vraisemblablement la ferme de Kermorvan à titre de domaine congéable. Alors le domaine congéable, je rappelle que c'est un type de concession de la terre en Basse-Bretagne. Vous avez un propriétaire qu'on appelait le foncier qui louait, moyennant une rente annuelle, la jouissance d'une terre à un locataire qu'on appelle le domanier qu'il pouvait congédier. Alors en cas de congédiement, le domanier étant considéré comme propriétaire des édifices et superficies, c'est-à-dire de tout ce qui était bâtiments, plantations, qui avait été soit créé par lui ou par ses prédécesseurs, devait, lorsqu'il était congédié, recevoir des droits réparatoires qui équivalaient à la valeur de ces édifices et superficies. Alors les domaniers étaient souvent des gens de la paysannerie aisée, et ils avaient tendance à considérer le domaine congéable qu'ils exploitaient souvent depuis plusieurs générations comme leur propriété. Alors c'est sans doute le cas de Jacques Keinec, qui tenait donc à titre de domaine congéable la ferme de Kermorvan. Au XVIIe siècle, donc un siècle avant la Révolution, il y avait ici à Kermorvan une famille qui s'appelait Bezit et qui tenait déjà la ferme de Kermorvan. Et ce domaine congéable est passé à un gendre de cette famille qui s'appelait Jacques Fichou, qui a épousé une fille Bezit. Et ensuite, à la génération suivante, c'est un gendre qui est venu s'installer, qui s'appelait Jacques Pouliquin, qui avait donc épousé la fille de Jacques Fichou, auquel a succédé comme domanier son propre gendre qui s'appelait Guillaume Madec. Et Guillaume Madec est le père de Louise Madec, la femme de Jacques Keinec. Donc en fait, on a à Kermorvan la même famille sur plusieurs générations depuis au moins le XVIIe siècle jusqu'à la Révolution. Le nom change à chaque génération puisque c'est un gendre qui a récupéré, qui a hérité du domaine congéable. Alors, le bâtiment que vous verrez tout à l'heure, ou que vous connaissez peut-être déjà, porte un linteau épigraphe avec le nom de Jacques Keinec et de Louise Madec. Vous avez J. Keinec, Louise Madec, 1781, parce que c'est en 1781 que le jeune couple a modifié la structure du bâtiment. Nous avons pour Plounéour-Ménez un rôle de capitation qui date de 1782. La capitation était un impôt qui pesait sur les roturiers et qui nous apprend que Jacques Keinec était le 7e plus gros capité, le 7e plus gros contribuable de Plounéour-Ménez sur plus de 700 contribuables. Donc c'était un homme plutôt aisé, c'est aussi un homme instruit, puisqu'il maîtrise parfaitement le français, à l'écrit comme à l'oral. Et c'est aussi quelqu'un qui a une certaine curiosité intellectuelle et qui s'intéresse à l'histoire. Quand il a vécu à Paris pendant les années de sa députation, il lui arrivait de consulter des ouvrages historiques sur la Bretagne. Il allait vraisemblablement en bibliothèque pour les consulter. Et un jour, il a l'occasion de rechercher l'étymologie et l'origine de la fondation de l'abbaye du Relecq, dont il recopie une charte du Moyen-Âge dans une lettre à son épouse. Alors, dans ses écrits, il aime les références à l'Antiquité grecque et aussi à l'histoire de France. On peut supposer qu'il possédait des livres. J'ai un livre, une histoire de France de Mézeray, qui était un historien de la Régence et qui a appartenu à Jacques Keinec. Alors, je vais vous parler obligatoirement de la Révolution, parce que la Révolution, on ne peut pas comprendre l'engagement de Jacques Keinec sans rappeler un certain nombre d'événements marquants de la Révolution. La Révolution, elle commence par la convocation des États généraux. Il s'agit de la convocation à Versailles par le roi, donc c'est Louis XVI, des représentants des trois ordres,
c'est-à-dire du clergé, de la noblesse et du tiers-état. C'est un grand moment, cette convocation des États généraux, parce que ça faisait 175 ans qu'il n'y avait pas eu d'États généraux en France, et les Français ont le sentiment d'avoir la parole, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer, exprimer des vœux, des doléances au souverain. Donc, que se passe-t-il en France? Les gens se réunissent par ordre, à la fois pour élire leurs députés et pour rédiger des cahiers de doléances qui seront présentés au roi. À cette occasion, Jacques Caïnec participe au débat politique, d'abord dans sa paroisse, donc dans sa paroisse, c'est-à-dire ici à Plounéo-Ménès, qui le désigne, ainsi que le notaire du bourg de Plounéo-Ménès qui s'appelle Yves Coat, pour représenter Plounéo-Ménès à l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de l'Esnevin. La sénéchaussée de l'Esnevin couvrait à peu près l'essentiel du Léon. Et donc, en avril 1789, vous avez une réunion importante à laquelle participent 156 délégués paroissiaux, donc de paroisse léonarde. Et pour Plounéo-Ménès, c'est donc Jacques Caïnec et Yves Coat qui s'y rendent avec le cahier de doléances de la paroisse. Et ces délégués paroissiaux vont avoir à faire deux choses. D'une part, rédiger un nouveau cahier de doléances qui va être une synthèse de tous les cahiers de doléances de paroisse et élire deux députés qui vont représenter le tiers-état de la sénéchaussée de l'Esnevin à Versailles. Le roi, quelques mois plus tôt, avait accepté le principe du doublement du tiers. Initialement, il était prévu que les députés du tiers-état devaient avoir le même nombre de députés que ceux du clergé et que ceux de la noblesse, ce qui posait bien évidemment un immense problème de représentation, parce que le tiers-état représentait quand même 95% de la population. Donc le roi a accepté que le tiers-état ait 2 fois plus de députés. Donc à l'Esnevin, on va élire 2 députés. Alors le rôle de Jacques Caïnec à l'Esnevin est un rôle actif. Il fait partie des 14 commissaires parmi donc les 156 délégués paroissiaux qui sont chargés de la rédaction du cahier de doléances de la sénéchaussée de l'Esnevin. Et ensuite, il est élu, il fait partie des 3 commissaires scrutateurs, des 3 scrutateurs qui sont élus pour procéder à l'élection des 2 députés. Les délégués paroissiaux ont eu la possibilité de voter au premier tour pour 2 candidats. Seul le marchand de l'Andivisio, Le Guen de Kerangal, est alors élu puisqu'il obtient la majorité absolue. Caïnec arrive en seconde position avec le tiers des voix. Donc, un second tour a lieu. Et au second tour, c'est un avocat de Saint-Paul-de-Léon qui s'appelle Prudhomme de Kérogon qui était arrivé derrière Caïnec au premier tour et qui l'emporte, et donc qui est élu. Donc, il semble que Jacques Caïnec était sans doute déjà suffisamment connu pour jouer un rôle actif à l'Assemblée de l'Esnevin et pour avoir sans doute manqué de peu son élection aux États généraux. Un mot juste sur Le Guen de Kerangal, que j'ai cité. Le Guen de Kerangal est resté connu pour le discours qu'il a prononcé lors de la nuit du 4 août. Lorsqu'il y a eu cette nuit à l'Assemblée, lors de la nuit du 4 août 1789, les députés ont voté l'abolition des privilèges, donc c'est une des grandes dates, un des grands événements de la Révolution, et la séance a commencé par le discours d'un député bas-breton qui est intervenu pour dénoncer les privilèges seigneuriaux, les droits seigneuriaux, etc. Et ce député, c'est Le Guen de Kerangal de l'Andivisio, que Jacques Caïnec connaissait bien. En 1790, il y a une nouvelle organisation territoriale qui se met en place en France, avec la création des communes et la création des départements. Et donc, les paroisses sont transformées, deviennent des communes, donc Plounéo-Ménès devient une commune, et au mois de février 1790, comme un peu partout en France, la première municipalité de Plounéo-Ménès est constituée. Et à l'époque, les citoyens qui ont le droit de voter élisent les conseillers municipaux, mais ils élisent également directement le maire, alors qu'à notre époque, le maire est élu par les conseillers municipaux. Et c'est Alain Messager qui devient le premier maire de la commune de Plounéo-Ménès. Et Jacques Caïnec est élu procureur de la commune. Le procureur faisait partie du conseil municipal, de la municipalité, et le rôle du procureur était de veiller à l'application des lois, de faire en sorte que les municipalités se conforment aux lois qui étaient votées. Alors Jacques Caïnec va également participer, pendant les premières années de la Révolution, aux collèges électoraux du Finistère et du district de Morlaix, puisque Plounéo-Ménès dépend du district de Morlaix. Et Jacques Caïnec participe à ces collèges électoraux parce qu'il est élu électeur. À cette époque-là, dans les collèges électoraux, vous aviez en fait l'équivalent un peu de ce qu'on pourrait appeler de grands électeurs, c'est-à-dire qu'ils étaient élus par les citoyens pour
représenter leur canton. Plounéo-Ménez, au début de la Révolution, faisait partie du canton de Pleyber-Christ, qui ensuite a disparu. À l'époque de la Révolution, les cantons étaient de petits cantons. Et dans le canton de Pleyber-Christ, vous aviez deux communes, vous aviez Pleyber-Christ et Plounéo-Ménez. Et donc, les habitants du canton de Pleyber-Christ se sont réunis, ils ont élu 5, 6 ou 7, je ne sais plus très bien, électeurs du canton qui devaient donc participer aux collèges électoraux. Ces collèges électoraux, ce sont des réunions assez importantes qui permettent d'élire des administrateurs, les administrateurs du Finistère qui devaient gérer le département, des administrateurs du district de Morlaix, mais aussi d'élire l'évêque, car pendant la Révolution, les évêques et les curés devaient être élus dans le cadre de la politique religieuse de la Révolution, des révolutionnaires, conformément à la constitution civile du clergé. Donc Jacques Caïnec va participer, en novembre 1790, à l'élection du premier évêque constitutionnel du Finistère, parce qu'il devait prêter serment de fidélité à la constitution civile du clergé. C'est Monseigneur Expie, très bien, voilà, exactement. Tout à fait, Monseigneur Expie, qui est élu à ce moment-là. Et Jacques Caïnec a aussi participé au collège électoral qui a élu un curé constitutionnel pour la commune de Plounéo-Ménez. Alors, à Paris, il y a des événements importants qui se produisent. Les députés, ou à Versailles plus exactement, les députés du tiers-État se sont transformés en Assemblée nationale constituante pour affirmer le principe fondateur de 1789, qui est celui de la souveraineté du peuple, fondement de toute démocratie, et pour donner au royaume une constitution, c'est-à-dire pour limiter les pouvoirs du roi afin de faire de la France une monarchie constitutionnelle. Donc on sort de la monarchie absolue, de la monarchie d'Ancien Régime, pour que la France donc, se dote d'une monarchie constitutionnelle avec le roi dont les pouvoirs sont limités. En 1791, un événement très important, c'est la tentative de fuite du roi. Le roi tente de quitter la France pour rejoindre à l'étranger les émigrés, puisque dans son fort intérieur, il n'adhère pas à la Révolution. Donc cette tentative de fuite qui se solde par son arrestation à Varennes, eh bien, provoque une rupture entre la nation et le roi. Une rupture entre la nation et le roi parce que la nation... une partie de la nation n'a plus confiance dans le souverain. Donc, à partir de ce moment-là, en France, on songe à la République. L'année suivante, en 1792, la France entre en guerre contre l'Autriche et la Prusse, qui sont soupçonnés de vouloir favoriser la contre-révolution. Louis XVI est soupçonné de trahison, il est perçu comme l'ennemi intérieur, et à ce moment-là, la guerre commence mal pour la France. Il y a toute une partie des cadres de l'armée qui ont émigré, donc l'armée est complètement désorganisée, et donc le début du conflit avec les Autrichiens et les Prussiens s'annonce mal. Il y a même un risque que l'ennemi arrive jusqu'à Paris et rétablisse pleinement le roi, qui est diminué politiquement depuis son arrestation à Varennes, dans ses fonctions. Alors en juillet 1792, donc comme on est en guerre, la patrie est en danger, Caïnec est nommé par le district de Morlaix commissaire au recrutement pour le canton de Pleyber-Christ, afin de compléter les effectifs des forces armées pour faire face aux envahisseurs prussiens-autrichiens. Alors que fait-il ? Eh bien, il demande au maire de Plounéo-Ménez, donc Alain Messager, qu'il devait apprécier puisqu'il le qualifie d'homme de probité, d'un civisme reconnu, pour le seconder dans sa mission. Et il rend compte de sa mission aux autorités du département. Mais à Pleyber-Christ, les choses ne se passent pas très bien. En effet, quand Jacques Caïnec arrive à Pleyber-Christ, donc on est au mois d'août 1792, il constate d'abord l'assistance peu nombreuse à l'église, parce que c'est dans les églises qu'on se réunissait. Et l'assistance est peu nombreuse, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu, qui ont voulu boycotter finalement cette réunion. Et Jacques Caïnec a commencé à lire un texte de l'administration aux administrés. Il l'a lu en langue celtique, c'est le terme que Jacques Caïnec emploie pour désigner le breton. Et dans ce texte, dans cette lettre, Jacques Caïnec dit qu'il a invité les braves citoyens à voler au secours de la patrie en danger. Et il leur annonce dans ce texte les avantages qu'elle leur propose, que la patrie propose à tous ceux qui vont s'engager pour défendre la République. Enfin, on n'est pas encore tout à fait, c'est pas encore tout à fait la République, mais pour défendre donc la Révolution. Et à ce moment-là, un citoyen de Pleyber-Christ réplique
et interpelle Jacques Keinec et lui dit « mais si on se fait tuer à la guerre, on pourra bénéficier d'aucun avantage ». Et donc Jacques Keinec le prend mal et il demande au maire de Pleyber-Christ d'intervenir, de faire taire cet individu et d'essayer de l'éloigner. Et puis il y a un autre incident avec un boucher de Morlaix qui s'appelle Noël Kerbouriou, qui cherche un peu la provocation, et là Jacques Keinec se plaint de la municipalité de Pleyber-Christ parce qu'il la trouve un peu molle, qu'elle tarde un peu à réagir, et finalement, ce boucher est évacué, on lui demande de sortir également. Donc ça ne se passe pas toujours très facilement. Alors, nous sommes au mois d'août 92, il y a un événement très important à Paris, c'est la prise du Palais des Tuileries le 10 août, qui entraîne la suspension du roi de ses fonctions, donc le roi en fait est déchu de son trône, et la captivité de la famille royale. Les assemblées électorales, donc l'assemblée législative se dissout, puisqu'il y a vacance du pouvoir, il faut donc élire une nouvelle assemblée, et donc les assemblées électorales sont convoquées dans tous les départements pour élire une nouvelle représentation parlementaire qui devra statuer sur le régime politique de la France et préparer une nouvelle constitution. Alors cette assemblée, c'est la Convention. Et l'assemblée électorale du Finistère se réunit à Brest au début du mois de septembre 92. Et là, Jacques Keinec est élu. Il y a 8 députés qui sont élus pour le Finistère, parce que le Finistère, en fonction de son poids démographique, avait droit à 8 députés. Donc il y a 8 députés qui sont élus.